14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il est important de savoir donner et de savoir recevoir. Alors normalement, en amour, on aime donner, mais c'est également important de savoir recevoir ce que l'autre a à nous donner. Le problème de bien des histoires d'amour, j'ai remarqué, c'est que le ou la partenaire a tendance à donner ce qu'il ou elle aimerait recevoir. Et de même, c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne les femmes. Elles ont tendance à croire que l'homme va deviner ce qu'elles aimeraient recevoir, ou en tout cas, elles n'expriment qu'à demi-mot leur désir. Voilà pourquoi je vous propose qu'en compagnie de Claude Parizeau, on revienne sur cette notion de donner et de recevoir. D'abord, on devrait pouvoir donner sans forcément attendre quelque chose en retour, et puis ensuite, il est peut-être préférable de savoir demander sans exiger, bien sûr, ce dont on a vraiment besoin. Et donc, c'est de ça dont on va parler durant ces 2 heures, et si vous avez envie de réagir, eh bien, vous pouvez nous appeler. Et pour ça, vous composez le 0826 300 300. Bonjour Claude Parizeau. Bonjour Brigitte. Alors, vous travaillez beaucoup avec les couples. Vous faites des stages également de couples pour les aider à mieux communiquer. Et puis, j'ai eu envie avec vous qu'on aborde un petit peu cette question de donner et recevoir, parce que c'est quand même souvent là où le bas blesse dans les histoires d'amour. Oui, c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a des luttes de pouvoir qui s'installent. Si on donne beaucoup, et des fois on rentre dans une relation parce qu'on ne sait que donner, on a du mal à recevoir, mais au début de la relation, donc on va donner pour recevoir justement de l'amour. Et au bout de quelques temps, quand la période romantique est terminée notamment, on va se plaindre que l'autre ne donne pas assez, mais on a oublié qu'on était rentré en relation déjà avec cette dynamique-là. Donc ça, c'est déjà une composante. Et vous voulez dire, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre ? Oui, un qui donne plus, en tout cas nous on appelle ça les maximiseurs, les minimiseurs. Les maxis, c'est ceux qui sont plus expressifs, qui nourrissent plus la relation. C'est très souvent plus nos partenaires féminines, qui vont nourrir la relation, qui vont donner, on leur apprend aussi à faire plaisir. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a toujours un peu de maternage chez une femme. Oui, c'est vrai. Mais elles oublient que des fois aussi, quand elles reprochent après aux partenaires de pas parler ou de pas donner, elles oublient qu'elles sont rentrées dans la relation, que ça les arrangeait bien quelque part. Et là, je parle pour d'un côté, mais pareil pour les hommes, où ils vont donner beaucoup au début pour être aimés, mais des fois en dépassant même leur naturel, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'être aimé, et c'est la période de la séduction, ce qui est un peu normal, sauf qu'après, quand les efforts sont moins faits, c'est là qu'il y a les luttes de pouvoir. C'est surtout, on parle de lutte de pouvoir, c'est-à-dire que les besoins qui n'ont pas été satisfaits enfant, on espère que notre partenaire nous les donne. Vous disiez, Brigitte, que les femmes, des fois, elles aimeraient bien que le partenaire devine ce dont elles ont envie. Oui, sauf que non, on peut pas deviner. En tant qu'adulte, oui, l'enfant, il peut réclamer ça, mais en tant qu'adulte, on doit demander. Et alors, je vais être un petit peu caricatural, mais souvent dans un couple qui démarre, la femme va donner du sexe pour que l'homme s'attache à elle, et puis l'homme va être très complimenté en n'arrêtant pas de lui dire qu'elle est jolie, qu'il l'aime, qu'elle est formidable, etc., etc. Et une fois le couple qui se consolide, la femme, le sexe, l'intéressera beaucoup moins, puisque ça y est, il est là, et lui, il commencera à mettre ses pantoufles, parce que de toute façon, elle est là. C'est un peu vrai quand même, tout ça. Comme vous dites, c'est un peu caricatural, mais en même temps, oui, il y a plein de choses de vrai là-dedans. C'est surtout que moi, quand j'entends ça, ce qui me vient là, c'est que oui, les femmes, elles savent que les hommes ont besoin de sexualité, que eux, ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent d'abord leur. On dit toujours que nous, les hommes, on ouvre d'abord en bas. Ça parle par le bas et nous par le haut. Et vous, c'est d'abord le haut. Mais le problème, c'est qu'elles le font, mais c'est pas leur nature profonde la plupart du temps. Déjà, c'est pas là, et elles le font parce qu'il faut, presque. Et au début de la période romantique, c'est pas un problème. Tous les deux, il y a du désir, donc on le fait. Mais au bout d'un moment, ça va plus être assez suffisant, et la femme va vouloir vraiment avoir beaucoup plus de tendresse, de connexion avant. C'est-à-dire que pour ouvrir en bas, il va falloir d'abord ouvrir le cœur. Et pour elle, ouvrir le cœur, c'est communiquer, c'est parler, c'est en tout cas échanger. C'est-à-dire les préliminaires, ça commence pas une demi-heure ou une heure avant. Ça se débute dès le matin, si on se retrouve le soir. On n'est pas obligé de faire l'amour que le soir, mais c'est
c'est vraiment le matin, c'est un petit geste, c'est un sourire, c'est une caresse, c'est vraiment quelque chose de tous les jours. Et donc c'est là où on est profondément différent. Et c'est pour ça que moi je fais des stages aussi sur la sexualité. C'est juste qu'on veut la même chose, mais on n'a pas les mêmes langages. Souvent, j'ai jamais compris, même dans la nature. Je trouve que la nature est pas si bien faite à cet endroit-là, parce qu'il y a vraiment des différences qui posent beaucoup de problèmes. Et je pense pas qu'on ait trouvé toutes les solutions encore aujourd'hui. Oui, mais la différence avec les mammifères, c'est que la femelle, elle est apte à avoir une relation sexuelle que lorsqu'elle va pouvoir être fécondée. Donc, dans la nature, entre les mammifères, hein, parce qu'on est quand même un peu des mammifères malgré tout, même si on a évolué évidemment. Nous, notre sexualité, elle est tout le temps possible. Donc, pour les hommes, ils attendent pas qu'on soit fécondable. Ils sont toujours prêts. Et nous, on n'est pas forcément toujours prêtes, et même parfois jamais. C'est vrai, et c'est pour ça que c'est important de mettre. C'est pas à l'école qu'on apprend la sexualité malheureusement, et c'est pas dans les familles non plus, parce que c'est un sujet qui reste tabou avant encore nos générations. Et c'est pas dans le porno non plus. C'est pas dans le porno non plus, ça c'est sûr. Et malheureusement, c'est là que les jeunes beaucoup apprennent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'est pas prêt d'être au chômage, Brigitte. Non, vous croyez? Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je pourrais faire autre chose, mais là, il y a vraiment, vraiment vous aimez ce que vous faites. Non, j'adore faire ça, mais je préférais faire autre chose et savoir que l'humanité, je vais dire, évolue aussi à cet endroit-là, en tout cas, que nos cœurs s'agrandissent. Oui, vous avez raison d'ailleurs, parce que quand les gens sont heureux en amour, généralement, ils vont mieux, ils sont moins malades, ils sont plus tolérants vis-à-vis du reste. Enfin, la société, le monde irait mieux si, en effet, les rapports entre les hommes et les femmes allaient mieux. Oui, s'il y avait plus de connaissances de ce qui se passe vraiment dans la communication. Quand on parlait de donner, recevoir, c'est ça la communication, c'est mettre en commun, c'est de donner, recevoir. Et quand il y a les deux choses dans la relation, une relation dure. Moi, je remarque que les relations qui durent, c'est quand il y a une intention qui est mise à donner à l'autre ce dont il a le plus besoin ou envie. Même si c'est pas notre langage à nous, on pourrait parler des langages d'amour, on en parlera peut-être. Et c'est ça qui crée de l'amour. Et aussi apprendre à recevoir. Moi, je vois que j'ai beaucoup donné aussi, et que c'était difficile de recevoir. C'est tout un apprentissage à ouvrir son cœur, à se laisser recevoir quand on n'a pas reçu enfant, par exemple. Oui, mais il est peut-être aussi important que chacun comprenne bien quels sont ses besoins fondamentaux dans une histoire d'amour. On attend tous quelque chose de particulier lorsqu'on se met dans une relation avec quelqu'un d'autre. Donc autant essayer déjà de se poser la question à soi-même. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir un petit peu le demander à l'autre si on ne sait pas ce qu'on attend. Et beaucoup de gens, je crois, ne savent pas ce qu'ils attendent dans une histoire d'amour. Ils se mettent avec quelqu'un, ils ne savent pas, au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent nourrir chez eux dans cette histoire. Et donc ça, c'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser et qu'on peut demander aux gens de nous appeler sur Sud Radio, puis on va les questionner et on va les aider à trouver quel est leur besoin fondamental dans une histoire d'amour. Ça peut être complètement intéressant aussi. Moi, c'est une question vraiment que moi aujourd'hui c'est important de se poser. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre quand on se met en relation avec quelqu'un. Et c'est vrai que les personnes ne se posent pas la question. Et on pourrait leur demander est-ce que vous vous êtes posé la question qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Quel besoin vous avez besoin de nourrir, hein, au fond, c'est ça la vraie question. Et peut-être que en regardant ce que vous donnez, vous allez peut-être savoir ce que vous aimeriez recevoir. Oui. C'est peut-être une piste. Pas systématiquement, mais c'est vrai que souvent, il y a ça. 0826 300 300, venez, on en parle ensemble. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, sexothérapeute de couple, et avec lui, on essaye de mieux comprendre le donner et le recevoir dans une histoire d'amour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Parisot. Bonjour Elisabeth. Donc vous avez eu une histoire qui a duré assez longtemps, hein, 24 ans, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. J'ai été mariée donc pendant toute cette période avec mon ex-mari, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble. Et je me suis beaucoup retrouvée dans l'énoncé que vous avez fait des pratiques de donner, recevoir à tout point de vue. Parce qu'en fait, moi, je me suis vraiment pleinement retrouvée. J'ai beaucoup donné, c'était ma nature. J'ai envie de dire que c'est ma nature profonde d'être généreuse, mais pas uniquement dans les cadeaux. Ça peut être dans les gestes, dans les attentions que je peux aussi apporter, dans les aides que je peux procurer aux uns et aux autres. Moi, je suis assez d'une nature à m'investir pour le bien d'autrui, si je puis dire.
Et en fait, mon ex-mari en a profondément et énormément abusé, puisque je me suis rendu compte sur le long cours, mais il m'a fallu beaucoup de temps, puis aussi l'aide de spécialistes qui m'ont ouvert les yeux, qu'il abusait énormément de ma façon de fonctionner, et qu'il m'avait détruite en fait, puisque lui, en retour, ne donnait rien. Voilà. Alors rien sur le plan émotionnel et attentif, mais peut-être qu'il gagnait sa vie, qu'il contribuait beaucoup au ménage ou des choses comme ça. Parce que non. Oui, pardon, on était à un niveau égal puisqu'on est enseignants tous les deux, donc là-dessus on est un peu quand même sur la même échelle. D'accord, mais est-ce qu'il s'occupait de la maison, parce que du tout, vous voulez dire? Non. Ah, du tout. Non. Il ne mettait à la main à la pâte pour rien, ni pour les enfants, ni pour les tâches quotidiennes. Non, ça lui était totalement étranger. D'accord, donc quand il était là, il était dans le canapé à lire son journal et vous laissez tout faire, hein, c'est ça? Oui. Donc on peut dire que vous avez donné au-delà de ce que, on va dire, des 100%, c'est-à-dire que vous avez pris 180% de la relation et lui, il a continué, lui, ça l'arrangeait bien, donc il a pas fait plus, parce que c'est ça, en fait, c'est dès le début, c'est ce qu'on disait au début, c'est que dès le début de la relation, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Si on peut le faire dès le début, là, on voit, si la personne dit, non, moi, j'ai envie de rien faire dans la maison, vous pouvez dire au revoir, mais c'est pas ce qu'on fait, malheureusement, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Mais vous en avez souffert dès le début ou c'est au fil du temps que vous en avez souffert? Alors, j'avoue que je suis quand même d'une génération où on a eu d'autres sons de cloche dans nos façons de vivre, mais néanmoins, oui, je me suis épuisée en fait, donc forcément j'en ai énormément souffert et ça m'a beaucoup anéanti ce mode de fonctionnement. Puis effectivement, comme vous dites, quand c'est pas pris en charge, quand c'est pas géré dès le début, mais ça ne fait qu'empirer. Donc forcément. C'est de pire en pire, c'est de plus en plus douloureux. Et vous avez compris aujourd'hui pourquoi vous avez accepté dès le début d'être soumise au fond, hein, osons utiliser le mot. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai totalement tout compris, mais en tout cas, ce besoin Enfin, j'ai été formatée enfant pour aider l'autre, pour être... moi, je disais, quand j'étais petite, je me disais, vraiment toute petite, je disais, je suis la mère de ma mère. Donc, en fait, j'ai comme été formatée, je ne sais pas si le mot est juste, ce qui fait qu'après, dans ma jeune vie d'adulte et puis avec les enfants, j'ai un peu fonctionné, j'ai même beaucoup fonctionné comme ça. Et il m'a fallu d'arriver mais est-ce qu'on peut entendre, Elisabeth, je ne sais pas si vous l'avez découvert avec votre thérapeute, parce que j'entends bien que vous avez travaillé. Est-ce qu'on peut entendre aussi, c'est que vous donniez à votre mari ce que vous auriez aimé que votre mère vous donne? Ah oui, bien sûr. Parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé d'un fonctionnement qui fait qu'on continue à fonctionner comme ça. Et puis je pense aussi que le fait que vous ayez une maman que vous avez dû prendre, c'est-à-dire pour vous mettre en sécurité, c'est vous qui aidiez, parce qu'a priori votre mère, si vous avez voulu aider votre mère, c'est qu'elle n'était pas très présente ou très mature. Forcément, si c'est votre mécanisme de défense d'aider, ou en tout cas de prendre en charge, on va dire de contrôler, c'est ce qu'on fait après adulte, puisqu'on ramène ça de notre enfance. Et j'imagine que vous faites, avec votre compagnon, vous avez fait la même chose. Mais une question qui me vient, c'est est-ce que vous êtes senti victime de lui, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de rancœur liée à tout? Oui, j'ai eu beaucoup de colère, oui. Et c'est pour ça que je voudrais, là je m'adresse à toutes les femmes qui écoutent aussi, ou tous les auditeurs, c'est là qu'on peut guérir, c'est-à-dire on ne peut pas changer l'autre, c'est-à-dire l'autre il est comme il est, quand vous l'avez rencontré, vous voyez, il était comme ça, et la seule chose qu'on peut faire, et vous devez voir ça en thérapie aussi j'imagine, c'est qu'on peut agir que sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait qui fait que mon compagnon ne faisait rien, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que j'ai laissé faire ça pendant une vingtaine d'années, voyez, et ça nous fait grandir, parce que si on pense qu'on a été victime, il n'y a rien qui peut se transformer, et c'est vraiment une invitation, parce qu'on l'entend très souvent ça. Et surtout, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait de nos besoins, on voit bien que votre besoin, c'était justement que enfin on vous prenne un peu en charge et qu'on vous aide à vous construire, et c'est parce que vous donniez, que on voit bien quel était votre besoin. Et en effet, il ne pouvait pas le satisfaire, ce besoin. Cet homme n'était absolument pas celui qui aurait pu vous réparer.
C'est tout à fait juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends soin de moi. C'est bien, Et oui. je m'occupe de moi. Et Bravo. puis après, celui qui arrivera dans ma vie ne me prendra plus cette énergie Oui, qui est mais- destructrice. Mais de toute façon, vous allez évoluer et vous ne serez plus attiré par le même genre d'homme. Tout à fait. Ouais. De toute façon, ça c'est sûr. Alors après, Ouais. peut-être que vous en trouverez un qui vous conviendra plus ou moins, ça je n'en sais rien. Mais de toute façon, quand on travaille sur soi, on change notre façon d'être attiré par quelqu'un. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle l'imago. C'est vraiment l'image qu'on imprime en nous, enfants. Des personnes qui se sont occupées de nous, enfants, on peut la modifier, cette image. C'est-à-dire, on ne va pas rencontrer tout le temps le même profil. Plus on apprend à s'aimer, et c'est ce que j'entends que vous faites dans votre travail, c'est-à-dire prendre soin de vous et ne pas attendre que ce soit l'autre qui réponde à vos besoins, et ben vous allez pouvoir rencontrer une personne qui sera, comme on dit, la cerise sur le gâteau. C'est vous qui prenez soin de vos besoins en général, et puis votre partenaire pourra aussi vous donner des choses quand il n'est pas et quand il n'est pas capable, c'est vous qui vous en occupez. Oui, c'est tout à fait ça. Et Merci puis, à un moment donné, vous allez faire la paix avec votre mère, vous allez pardonner à votre mère ce qu'elle a été, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de lui pardonner la manière dont elle vous a éduqué et le mal qu'elle vous a fait. Ça, vous avez le droit de ne pas pardonner. Hein. C'est juste. Eh ben, merci pour tous vos conseils. Non, merci. C'était très intéressant. Je vous Merci, remercie Elisabeth. beaucoup. Merci Merci de beaucoup. ce témoignage. On continue bien sûr avec vous sur Sud Radio. Avec Claude Parizeau, aujourd'hui, nous nous demandons comment demander à son ou à sa partenaire et comment donner sans trop attendre en retour. Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le Love Conseil. Je crois qu'il va vous plaire ce Love Conseil, Claude Parizeau. Je propose d'écrire une lettre émotionnelle. Et cette lettre, on va l'écrire pour soi. Alors, je vais prendre l'exemple de la relation affective, mais on pourrait aussi partir sur une relation amicale, familiale ou même professionnelle. Donc, vous allez écrire votre ressenti en imaginant que la personne à qui vous adressez cette lettre va vous lire, mais en même temps, elle ne va pas vous lire. Donc, vous pouvez y aller franchement. Vous pouvez transcrire votre colère, vos critiques, bref, tout ce que vous avez sur le cœur. Et puis le lendemain, vous allez écrire la réponse que vous aimeriez recevoir sans relire votre lettre. Ça, c'est très intéressant. Vous allez voir. Et puis, évidemment, cette deuxième lettre, elle sera formidable. Elle sera pleine d'excuses, de bienveillance, avec éventuellement des pardons et une reconnaissance de vos préjudices. Enfin bref, la lettre que vous aimeriez recevoir. Et peut-être même la solution pour continuer dans la relation et dans de meilleures conditions. Une fois ce travail fait, ces deux lettres écrites, vous laissez passer un tout petit peu de temps, au moins une semaine, et vous allez relire tranquillement ces deux lettres. Et avec ce recul que vous aurez laissé, avec ce temps qui sera passé, donc il y aura moins d'émotions et en même temps un peu plus de lucidité, eh bien vous verrez plus clairement ce qu'il en est de cette relation qui visiblement ne va pas bien, puisque vous avez eu besoin d'écrire une lettre à la personne en question. C'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. C'est un travail que j'ai dû faire moi-même, personnellement, avec ma thérapeute. Oui. Oui, je trouve ça vraiment bien. Oui. Vous l'avez j'ai- fait, c'est-à-dire vous avez écrit à votre thérapeute Non, elle me faisait écrire. Bon, moi, c'était un peu différent. Je devais écrire parce que je n'arrivais pas à faire des deuils. C'est-à-dire, je passais d'une relation à l'autre. Je dis, beaucoup d'hommes, on se coupe. Et moi, je me coupais pour pas sentir, en fait. Et puis, je passais à une autre relation pour pas sentir toute la tristesse des séparations, en fait, qui remontaient à l'enfance. Et mon travail, ça a été d'écrire des lettres à ces partenaires que j'ai. vous avez quitté sans expliquer. Oui, sans expliquer ou pas, ou moi je me sentais pas, j'étais jeune, j'avais entre 25 et 35 ans, où j'ai pas été toujours, je trouve, correct dans la façon de le faire, parce que j'avais honte ou plein de choses comme ça. Et j'ai écrit ces lettres-là, et je devais imaginer aussi la réponse que j'avais envie de voir, et c'était un beau travail. Oui, parce que ça éclaire beaucoup de choses et qu'on ne veut pas trop voir. C'est ça. En thérapie, il faut être vrai, c'est pas toujours facile. C'est fait pour ça, justement, pour lever le voile. Teresa, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Claude Parizeau. Bonjour. Merci pour l'idée de la lettre, je le ferai dès ce soir. C'est gentil, merci. Et puis merci pour le sujet d'aujourd'hui, parce que je pense que ça touche plusieurs personnes, en tout cas beaucoup de femmes. Sûrement tout le monde, plus ou moins, mais vous savez, on a tous des comptes à rendre sur ce sujet. C'est ça.
C'est ça, mais vous avez tout résumé, donc j'espère que ce que je vais dire n'est pas une redondance, parce que donner et recevoir, je pense savoir faire les deux, mais comment demander quand l'autre ne donne pas, ça je ne sais pas. Comment donner sans attendre, ça c'est une bonne question. Alors là déjà, vous dites quelque chose. Comment demander quand l'autre ne donne pas? Si vous partez de ce principe-là, c'est pas la peine de demander. Mais peut-être qu'il ne sait pas qu'on a besoin. Non, mais, comment... mais oui, mais si on demande, si vous demandez, il va savoir. Oui. Non, parce que là, vous partez perdante d'avance. Comment demander si l'autre ne donne pas? Ça veut dire que vous partez du principe que de toute façon, il ne donnera pas. Mais si je demande, c'est que je peux penser que ça va lui ouvrir les idées de me donner l'affection ou ce dont j'ai besoin. Bon, donc il faut demander. Oui, je me suis mal exprimée, je pense. Mais est-ce que vous demandez, parce que je suis pas sûr de moi de comprendre, est-ce que vous, quand par exemple des fois vous aimeriez qu'il soit plus cela ou qu'il vous donne ceci, cela, est-ce que vous lui dites clairement? Non, ça je sais pas faire. Eh ben, voilà, vous savez où. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Oui, vous n'êtes pas la seule. Tout à fait. Et pourtant, j'attends. Alors, pourquoi, à votre avis, pourquoi vous ne savez pas faire? Parce que j'ai peur du refus. Eh ben voilà. Donc vous avez même la réponse, voyez. Ah voilà. Et alors, vous savez, il y a une solution très simple et qui est formidable. Puisque vous êtes pratiquement sûr qu'il dira non, vous avez déjà le non. Donc vous risquez que le oui. Donc c'est quand même intéressant. À partir du moment, vous savez, moi quand j'ai une demande à faire qui soit pas forcément sur l'amour, hein, mais parfois dans notre métier, on a des demandes à faire. Je pars du principe que j'ai déjà le non et je me dis, de toute façon, tu ne risques que le oui. Alors vas-y. Oui, je crois que je me mets dans une coquille où je me protège parce que ça me frustre. Le non me frustre et ça me met. Ça me met pas dans une dépression, mais dans une tristesse que je n'arrive pas à surmonter. Oui, et c'est là que je vous comprends. Moi, pendant des années, par exemple, avec les filles, même jusqu'à, je pense, 35 ans, j'ai jamais abordé une fille si j'étais pas sûr qu'elle me dise oui. Tellement le non, j'avais peur que ça allait m'anéantir. Et le travail que j'ai dû faire en thérapie, c'était faire je vous donne juste le petit truc moi qui me vient, c'est ça et ça m'a aidé, c'est déjà de faire des demandes, mais des petites demandes. On appelle ça les petits pas, c'est-à-dire faire des petites demandes et puis de voir qu'on est toujours vivant derrière et puis que c'est pas nous qui sommes rejetés, c'est juste que la personne peut dire oui ou non. Et que c'est juste son avis, ça veut pas dire que moi j'ai tort ou bien je suis pas bien ou je suis pas valable. Oui, c'est pas à vous qu'on dit non, c'est à ce que vous avez demandé. Voyez. D'accord, ouais. Disons, il faut savoir ce que c'est qu'un petit pas. Oui, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner dans ces cas-là, parce que quand on n'a jamais appris, moi personnellement, tout seul, je savais pas non plus. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, par exemple? Alors, moi, j'avais accepté de témoigner puisque aujourd'hui, je suis seule. Mais c'est un choix aujourd'hui, mais ça l'a pas été quand j'ai quitté mes conjoints du moment, ou j'ai quitté ou on m'a quitté les conjoints du moment quand j'étais en couple. J'ai toujours été attirée par des personnes qui avaient des difficultés, où je les attirais, je sais pas, où je les rendais comme ça, je sais pas du tout, mais je pense que j'étais attirée par eux. Donc il fallait qu'ils aient des difficultés, des problèmes du moment à surmonter, ponctuels ou très profonds, parfois. Et des fois ça durait quelques années quand même, mais quand ces personnes allaient mieux, la présence et l'affection qu'on me donnait disparaissaient. Du coup, c'est moi qui étais en attente d'un retour. J'en attendais quelque chose, alors qu'au début, j'en attendais rien. Je savais que les personnes étaient incapables de me le donner. Donc j'avais cette patience, et quand eux étaient mieux, j'avais envie de profiter un petit peu de ce couple et vivre en couple. Et du coup, c'est pas moi qui en profitais, c'était d'autres. Et du coup, j'étais mal. Et après, je me suis retrouvée seule, parce que, soit de mon fait, parce que je l'ai décidé comme ça, soit c'est eux qui sont partis. Oui, donc là, vous partiez sur des relations de sauveuses. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, je pense avoir eu, après réflexion, parce que j'ai travaillé un petit peu sur moi, je pense avoir eu le syndrome du sauveur. Donc, j'étais dépendante de façon très négative de cette relation.
Oui, c'est surtout que Et ça comme venait nourrir votre estime de vous-même, vous voyez, de pouvoir Tout à aider. fait. Et ça revient vraiment à la relation avec les parents, de savoir qu'on se sent utile. Voilà. Et ça, par contre, la personne que vous avez en face, elle va le sentir. Donc c'est sûr qu'elle va vous puiser tout ce qu'elle peut. Et le jour où elle va mieux, elle va vous laisser, bien sûr, parce qu'il n'y a plus besoin. Oui. Et c'est ça, c'est pas équilibré. Il n'y a pas de donner-recevoir, comme on disait au début. C'est ça, mais à force d'écouter les émissions de Brigitte Lahaie, ça je commence à grandir, à comprendre et à changer. C'est vrai que le jour où j'accepterai de rencontrer quelqu'un, je serai comme la personne précédente qui est passée devant moi, je serai plus la même. C'est sûr, je n'irai plus vers ce genre de personne. Oui, mais ce qui est important que vous compreniez, Teresa, puisque vous nous avez appelé, c'est que vous êtes quand même partie dans votre témoignage sur l'idée que vous savez pas demander, parce que et donc c'est vraiment important que vous puissiez moi je vous conseille de vous obliger à demander des toutes petites choses aux gens que vous croisez, vous voyez, pas simplement parce que si on arrive à demander par exemple à votre voisin, vous demandez un tout petit truc, genre est-ce que vous pourriez me passer un petit peu de sel parce que j'ai oublié d'acheter du sel, enfin vous voyez, des tout petits trucs, et vous allez vous rendre compte que les 3/4 du temps les gens vont vous dire oui. Oui, c'est vrai. Et tout doucement, vous allez vous ouvrir aux autres et vous rendre compte que les autres ne sont pas vos ennemis. Et ne sont pas des gens qui vous veulent du mal. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que beaucoup de personnes comme vous, parce que sans doute dans l'enfance n'ont pas suffisamment été écoutées, reçues dans leurs demandes, finissent par penser que de toute façon tout le monde autour est fermé, prêt à sortir son couteau, pour reprendre une allégorie actuelle. Ça, c'est vrai. Ce qui me ramène à ma famille, parce que en fait, je suis très famille aussi. Ce sont des relations aussi, des fois de couple, et j'ai toujours été disponible envers tous mes parents, mes frères et sœurs. J'ai toujours été à l'écoute, toujours présente. Dès qu'il y avait un malade, je venais pour les aider, etc. Donc, quand mes parents étaient malades, mon père il y a 20 ans et ma mère il y a 2 ans, je me suis libérée pour être auprès d'eux et les accompagner jusqu'au bout, même à l'hôpital. Et quand ils sont partis, l'un et l'autre, j'ai été un petit peu accusée d'être trop présente par ma famille. Mais on a attendu que les parents soient partis pour m'accuser. Et du coup, je me suis sentie rejetée. Et du coup, je me sens... Alors Teresa, ce que vous dites est très intéressant, parce que en effet, vous avez donné à vos parents et c'est formidable, et là, je crois qu'on n'a rien à dire si ce n'est bravo. En revanche, vos frères et sœurs, ou vos neveux, ou je ne sais qui, enfin bref, les autres personnes de votre famille, en fait, se sentent coupables par rapport à vous, et donc vous critiquent. Mais c'est eux qui ont un problème, c'est pas vous. Oui, jusqu'à présent, ils m'ont pas dit ça, mais moi, je vous le dis. Oui. Moi, je vous le dis. Hein, j'ai besoin d'entendre ça. Oui, vous avez fait votre devoir et vous l'avez fait par amour. Et vous l'avez fait sans rien attendre en retour, puisque vous saviez bien que vos parents allaient partir de toute façon, et que et vous avez fait votre devoir et vous étiez dans l'amour. Après, eux, c'est à eux de gérer leur culpabilité. Mais en voulant, c'est une manière de ne pas gérer leur culpabilité. Donc c'est pas vous qui avez un problème. Il faut vraiment que vous entendiez ça. Oui, j'avais besoin de l'entendre, et merci, parce que vous êtes une grande professionnelle là-dessus. Mais ce qui m'embête, moi, au niveau de ma situation, c'est que j'ai l'impression de ne plus avoir ma place dans la famille. Et pour moi, ça c'était important depuis que je suis à l'âge de 20 ans. Je me suis toujours occupée de quelqu'un de la famille, en tout cas de mes parents. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette place. Du coup, je suis doublement orpheline. Oui, peut-être parce que c'est vous inviter à trouver votre propre place, vous, sans être dans la relation d'aide, qui vous êtes quand vous n'aidez pas. C'est peut-être ça aussi. Et là, c'est un grand travail, oui. C'est ça. Et le travail est vraiment là, parce que c'est tout à votre honneur, je suis d'accord avec Brigitte, par rapport aux parents, quand il n'y a pas de retour. Par contre, avec des compagnons, là, il y a une attente forcément, et il y a d'autres enjeux, et là, c'est peut-être pas au bon endroit. Comme je disais, vous faites 150% du travail, et vous laissez pas la place vraiment à l'autre. Voyez, donc c'est vraiment apprendre, vous, à sentir c'est quoi votre besoin aussi,
au-delà d'aider, hein, et c'est de sentir comment vous avez envie d'être vu, comment vous avez envie d'être vu par les autres, et aussi de faire des demandes. Ce qu'on disait, c'est parce que quand vous n'osez pas faire de demandes, c'est la petite fille qui revient. Et quand c'est la petite fille, c'est compliqué d'être en relation avec un partenaire, puisque c'est pas équilibré. Tandis que quand vous faites une demande, c'est comme si vous récupérez votre part adulte, et là il y a quelque chose de plus équilibré, et là la relation elle peut vraiment s'épanouir. Il faut que je grandisse, il faut que je travaille dessus, oui. Merci. Oui, faire grandir cette petite fille, pas vous. Hein, je me permets pas de vous juger. C'est vraiment grandir cette petite fille à l'intérieur. Et vos parents sont là pour vous aider puisque vous avez su être la femme qui peut aider ses parents. Donc reposez-vous là-dessus. Vous avez suffisamment donné. Maintenant, vous pouvez recevoir. Voilà. Oui. Alors, je vais apprendre à recevoir. Bravo. Merci. Une question. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, allez-y. Est-ce que ma façon aujourd'hui de me mettre en retrait de tout est la bonne solution pour réfléchir et travailler sur moi, ou je ne dois pas faire ça parce que je me mets vraiment en retrait? Et puis, j'ai un problème de santé depuis 1 an et qui m'oblige à rester clouée chez moi. Mais est-ce que c'est une bonne solution ou pour me retrouver, me ressourcer, retrouver ma place, réfléchir à la place que je dois occuper au sein de la société ou de ma famille? Est-ce que vous avez envie de vous isoler dans un endroit où vous ne verriez plus personne, Teresa? Je vous dirais non. Et ben voilà, donc vous avez votre réponse. Voyez bien. Mais quelque part, ça me protège. Oui, mais la protection ne fait pas avancer. Je veux dire, on peut se protéger. Ça fait vraiment penser à... Vous savez ce que on disait avec Claude Parizeau juste avant l'émission, Teresa? Le contraire de l'amour, c'est la peur. Ah, d'accord. Hein? Donc si vous avez peur d'être blessé, c'est que vous avez peur d'aller dans l'amour. Donc allez dans l'amour et puis soyez sûr de vous. D'accord. Je note. Entendu. Merci Teresa. Merci Teresa. Allez, on fait une petite pause et on continue bien sûr. Donner, recevoir, pas si simple. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Claude Parizeau, sexothérapeute, nous évoquons le donner et le recevoir dans une histoire d'amour ou d'amitié. D'ailleurs, on pourrait aussi évoquer toutes les relations familiales, professionnelles, etc. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol. Et on continue avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Aurore. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi j'ai eu plusieurs compagnons, dont un qui ne faisait jamais de cadeaux, mais qui, en contrepartie, n'acceptait pas qu'on lui en fasse. D'accord. Moi, dans ma famille, on a plutôt la culture de fêter les anniversaires, de fêter Noël. Lui, on arrivait pour fêter mon anniversaire, il n'avait rien prévu. Alors, j'étais toujours très gênée par rapport à mes parents. Et quand je lui offrais un cadeau, devant tout le monde, il me disait « Oh, ça me plaît pas, tu peux le reprendre, tu peux le redonner, c'est pas la peine, c'est de l'argent gâché. » Ça traduit quelque chose qui parle de lui, de toute façon. Hein. Est-ce que vous l'avez déjà demandé, est-ce que vous avez une conversation là-dessus, savoir, pour essayer de juste le comprendre, parce que plutôt que des fois on va avoir tendance à juger ça, mais c'est pas son langage d'amour a priori. Et ce que je comprends, moi, par exemple, les cadeaux c'est pas le mien, mais par contre, est-ce qu'il y a eu des explications? Non, ce que je lui ai dit, c'est puisque tu n'es jamais content de mes cadeaux, je ne t'en fais plus. Alors, vous ne l'avez pas posé la question pourquoi? Oui, c'est intéressant parce que pour moi, dans une relation, souvent, on va d'abord, on va être sur la défensive et puis faire une remarque ou une critique, alors que l'important, c'est la curiosité. Comprendre que dans chaque relation, les deux ont toujours raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle on fait les choses. Et la curiosité, c'est vraiment ce qui va guérir aussi beaucoup dans la relation, ce qui va aider à comprendre les choses. Parce que si vous lui demandez, et je suis sûr que derrière, il y a quelque chose de... moi, je vois par exemple par rapport aux cadeaux, moi, les cadeaux, c'était une horreur. On me forçait, on m'a offert toujours des cadeaux qui plaisaient aux autres, pas à moi. Et puis, j'étais obligé de les recevoir. Il fallait... c'est vraiment quelque chose... Et donc, j'ai fait un blocage pendant longtemps sur les cadeaux. Vous voyez, il y a toujours une raison. Mais ce qui est important, c'est de demander vraiment d'être curieux. Pour moi, la curiosité fait partie de l'amour.
Mais peut-être qu'il ne sait pas lui-même pourquoi il avait décidé que les cadeaux ne servent à rien, et que, etc., etc. Et en revanche, est-ce qu'il s'achetait des choses pour lui ? Ah oui, ça, il savait se faire lui-même des cadeaux. Ça, voilà, donc il avait, résolu son problème en se faisant plaisir, et puis en se disant comme ça, au moins je suis sûre. Donc certainement qu'il y a une histoire un peu similaire à celle que Claude a vécue. Mais voyez, ce qu'on entend bien, et on peut le comprendre, Aurore, c'est que c'était un peu blessant pour vous, parce que quand vous lui faisiez un cadeau, ça partait du cœur. Et en fait, il vous rejetait son cadeau alors que vous aviez fait l'effort par amour de lui offrir quelque chose. Donc je comprends que c'était blessant. Mais c'était pas contre vous, en fait. Mais surtout que moi, j'aime faire des cadeaux, mais en prenant toujours soin de faire un cadeau qui plaît à la personne et non pas à moi. Donc, en étant à l'écoute, quand je sais que l'anniversaire va arriver dans le mois prochain, par exemple, pendant un moment, je suis à l'écoute d'une petite phrase qui dit « Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Et je pensais... Chaque fois que je lui ai fait un cadeau, au début, je pensais vraiment être tombée juste. Mais sans doute, d'ailleurs. Il va être super content. Sans doute, mais il y avait quelque chose chez lui qui était blessé et qui fait que ça ne pouvait plus s'ouvrir de ce côté-là. Ouais. Mais c'est sûr que vous n'avez pas le même langage d'amour, et c'est important de voir que même si nous, on aime faire des cadeaux, par exemple, si vous aimez faire des cadeaux qui plaisent à l'autre, votre partenaire n'est pas forcément comme vous. On est vraiment des êtres chacun différents. C'est de voir comment cette différence, elle peut être aussi agréable, mais pour cela, c'est comprendre et puis c'est de communiquer là-dessus. Parce que sinon, c'est douloureux. Ce que j'entends. Bon, on s'est séparés, hein, du coup. À cause de ça, vous croyez ? Non, pas à cause de ça. Non. Bon. Non, on n'avait pas les mêmes goûts, on n'avait aucun goût commun, ouais. C'est embêtant, oui. Oui, voilà. Et ensuite, un autre compagnon que j'ai eu, lui par contre, j'aimais lui faire des cadeaux et j'en étais toujours très très reconnaissant. Et toujours, il était toujours en extase devant ce que je pouvais lui faire comme cadeau. Lui m'en faisait très rarement. Et le jour où on s'est séparés, il a dit à tout le monde qu'en fait, tous les cadeaux que je lui avais faits, c'était pour me mettre moi en valeur et non pas pour lui faire plaisir. Et qu'en fait, c'était que de l'égoïsme et que tout ce que je lui avais offert, tout ce que je lui avais fait vivre, c'était que pour mon propre plaisir. Alors c'est quand même intéressant, puisque vous avez quand même eu 2 expériences qui ont l'air d'être importantes puisque vous en parlez, et avec comme problématique les cadeaux. Donc ça parle de vous sans doute quand même un peu. Est-ce que... Oui. Alors, avec mon deuxième compagnon, c'était pas forcément que des cadeaux, mais par exemple, les voyages, c'est moi qui payais tout. Quand on allait au restaurant, c'est moi qui payais. Et chaque fois, donc, en me disant, comme il se plaint toujours de pas avoir trop d'argent, j'ai ce geste sans retour, sans chercher un retour quelconque. Et au final, quand on s'est séparés et qu'on lui a, certaines personnes lui ont dit oui, mais quand même. Alors peut-être qu'il se sentait en dette vis-à-vis de vous, mais en même temps, l'amour ne s'achète pas. C'était même pas pour l'acheter, c'était vraiment pour le soulager. Il avait l'air tellement soucieux de l'argent que je me suis dit, je vais lui enlever ce poids. Oui, mais c'est ça. C'est peut-être là, à cet endroit-là, comment dire. Moi, je pars du principe dans la vie que la vie est un boomerang. C'est-à-dire tout ce qu'on crée, si on fait des choses qui sont au-delà de ce qu'on devrait faire ou qui vont où on veut faire plaisir, mais au-delà, c'est-à-dire qu'on prend 150% de la relation, c'est comme si la vie nous renvoyait en boomerang ce qui n'a pas été juste. Et là, juste la question, il n'y a pas à y répondre tout de suite, mais quand vous avez vraiment donné, si vous allez regarder vraiment à l'intérieur de vous, et que quand vous payez à chaque fois ça, est-ce que vous étiez 100% tranquille? Est-ce qu'il n'y a pas de petite voix des fois qui disait oui mais là quand même? Et je pense qu'il y a forcément de ça, parce que en général si ça arrive jusque là, de mon expérience, il y a des choses de ce genre-là, qu'on va donner quelque chose c'est où ça part, d'où ça part quand vous donnez. Est-ce que vous avez envie d'être aimé quand vous faisiez ça? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on attend inconsciemment, si on est honnête. L'impression de le sauver, entre guillemets, d'être celle qui lui enlevait tous ses soucis d'argent. Et de vous l'attacher d'une certaine manière, oui. Voilà, oui, bien sûr, mais ça, après, je m'en suis rendu compte après. Et comme quelque part, de manière inconsciente peut-être, il le sentait, il vous a renvoyé tout ça à la figure, ce qui n'est pas gentil de sa part non plus, parce que bon, vous l'aviez fait avec plutôt beaucoup de générosité, donc... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que
c'est jamais gratuit de toute façon dans une relation. Il faut bien aussi entendre ça et après on va faire comme on peut, chacun fait comme il peut, mais dans une relation rien n'est jamais gratuit. Non, c'est ça, c'est le donner et recevoir. Même si on n'attend pas, si à un moment donné on donne, mais qu'il n'y a rien en retour, forcément il y a un déséquilibre, il y a des frustrations qui se créent. C'est ça. Enfin, moi, les leçons que j'en tire, c'est que il faut que ce soit équilibré. Il faut que la relation soit équilibrée à la fois dans le donner et le recevoir, parce que on a toujours un ressentiment. Après, on a toujours une frustration et une sorte de pas de vengeance, mais de dire de rancœur, oui, bien sûr. Rancœur et de sentiment d'injustice, en fait. Voilà, équilibré, mais pas comptabilisé. C'est vraiment pour moi, ça. Parce que souvent, tenir les comptes, je t'ai donné 2 fois et tout ça, non, ça marche pas. C'est un sentiment intérieur, vous allez le sentir, mais c'est juste de l'interroger, parce que très souvent, ce qui se passe, quand je reçois les couples, c'est que si on va questionner, il y en a qui va dire, ah oui, quand même, là, c'est vrai que j'ai donné souvent, puis j'ai préféré ne pas... Voilà, je sentais des fois que ça me plaisait pas, mais bon, j'ai laissé de côté, j'ai essayé de relativiser. Dès qu'on fait ça, c'est comme s'il y avait un fil, un élastique qui se tend à l'intérieur, qui se tend, et un jour, quand il lâche, ça fait mal. Et ça va partir en reproche ou en choses disproportionnées. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas été 100% faites avec le cœur. Et c'est toujours pareil, on donne pas forcément les mêmes choses et on reçoit pas forcément les mêmes choses dans un couple. Il y en a un qui peut donner plus matériellement de l'argent et l'autre qui va donner du temps. Enfin, je veux dire, ça c'est pas le problème. En effet, c'est pas une comptabilité qu'on tient, mais c'est important quand même. Peut-être que avec cet homme où vous avez acheté les voyages, tout ça, enfin vous avez beaucoup donné. Peut-être qu'en échange, il donnait pas grand-chose. Et donc à un moment donné, il se sent redevable, alors qu'il avait qu'à donner autre chose. Je suis pas, vous voyez. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'après il vous en veut, parce que au fond c'est son estime de lui-même qui est blessée. C'est pas de votre faute, mais. En fait, je me suis rendu compte que trop donner, alors je ne sais pas si c'est inconscient, mais c'est aussi peut-être une manière de rendre l'autre redevable et ça déséquilibre la relation après. Oui, parce que l'autre se sent pas bien. Il ne faut pas donner, mais voilà, c'est ça. Il faut quand même rester dans la mesure et peut-être, même si on peut plus, essayer de donner à la mesure de l'autre, en fait. Mais bon, c'est facile à dire. Oui, puis on a un dicton français, il n'est pas très sympa, mais c'est ça, quand on dit qu'on est trop bon, trop con, mais c'est vraiment ça veut dire qu'à un endroit, c'est pas juste. C'est juste ça, c'est juste trouver cet équilibre. Et s'aimer, c'est ça aussi, c'est donner, mais aussi estimer que vous aussi, vous avez le droit de recevoir. Et si la personne ne donne pas, pour moi, c'est sûr que soit on remet en question, soit ça vaut le coup de ne pas rester dans une relation de ce type-là. Oui, je pense que trop donné, je me suis pas respectée en fait. J'ai presque anticipé des refus de sa part en donnant moi-même, comme ça m'évitait d'entendre qu'ils me disent non, quoi. Voilà, c'était plus simple et c'était une manière un peu d'éviter les problèmes, je pense. Écoutez, en tout cas, vous avez compris que vous avez peut-être tendance à beaucoup donner et il faut chercher ce que vous cherchez quand vous donnez beaucoup comme ça. C'est peut-être pas, c'est peut-être là où vous pouvez avancer et en même temps, c'est bien de savoir donner. De toute façon, maintenant, c'est dès le début d'une relation qu'on doit réfléchir et se rendre compte si on est avec quelqu'un qui est capable aussi de donner, même si c'est pas la même chose évidemment, ou si on va être dans une relation où on va donner. En tout cas, merci beaucoup, Aurore. Merci à vous de nous avoir appelés. On va continuer, bien sûr, à essayer d'avancer. Jusqu'à présent aussi, on n'a peut-être pas assez parlé de ce qu'on attend d'une relation et on pourra peut-être en parler dans cette deuxième heure avec vous, Claude. Savoir demander à son ou à sa partenaire et savoir donner sans trop attendre en retour. On en parle aujourd'hui avec Claude Parisot. Vous voulez participer à l'émission? Appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Studio. Claude Parisot est toujours avec nous, sexothérapeute, et nous évoquons les relations dans une histoire d'amour entre le donner, le recevoir, et on voit bien pour l'instant, hein, je ne sais pas si on va avoir des hommes, mais pour l'instant les femmes, ça donne. Hein, ça, Alors en même temps, on n'a pas l'autre version, hein, on ne sait pas ce que l'homme lui aurait donné. Il a peut-être aussi donné plus que oui, l'impression qu'on a en écoutant. Ce qui est sûr, c'est qu'il donne un autre langage. Ça c'est clair. Nous, c'est oui. beaucoup les services rendus, quand même, le toucher physique. Ça, c'est le truc, les deux grands classiques du masculin. Je dis pas que tout le monde, hein, vous pouvez réagir si je me trompe. Je pense pas que vous vous trompez beaucoup, mais c'est pas grave. On va continuer avec Christine qui nous rejoint. Bonjour Christine. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Claude. Bonjour. Alors moi j'ai pas pu écouter le début de l'émission. C'est pas grave, mais, vous inquiétez pas. Voilà, apparemment il y a beaucoup de femmes effectivement qui proposent leur témoignage et je m'inclus là-dedans du coup parce que je vous rejoins dans le fait que on a tendance à donner plus que de recevoir. Apparemment c'est très facile pour nous de donner, que ce soit pour nos enfants ou nos conjoints, etc. Et bon, moi j'étais dans ce cas et je choisis aussi un métier qui est dans le domaine du soin, donc c'est aussi pour donner à l'autre, me rendre utile à l'autre, etc. Donc ça j'ai tout compris. Et là maintenant je suis avec un compagnon depuis bientôt 3 ans qui lui m'a appris à recevoir. Donc c'est quelqu'un qui est très généreux, qui est très attentionné, que ce soit des petites attentions, des petits cadeaux, des petits rendez-vous, des petites surprises, etc. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal au départ. Et donc là ça fait 3 ans. Donc Pourquoi ? Parce que vous considériez que vous ne méritiez pas tout ça ? Ça me gênait énormément de recevoir quelque chose. Donc si vous gênez, c'est un peu ça alors. Ouais. Par exemple, quand on va au restaurant, s'il doit payer le restaurant, c'était très dur pour moi en fait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais par contre, il reste quelque chose, c'est que je me sens quand même redevable. Donc j'accepte de recevoir, mais il faut que je rende. C'est comme si j'avais besoin... Mais à votre avis, il vous donne pour recevoir quelque chose ? Non. Bon, alors. Non, pas du tout. Non, ça c'est moi, hein, c'est mon côté à moi. C'est clair. Donc j'ai appris à recevoir, donc ça c'est déjà pas mal, mais il reste quelque chose en profondeur, c'est que dès que je reçois, il faut que je rende, comme si je pouvais pas recevoir ça. Pleinement ce cadeau en fait. Ben oui, parce que apprendre à recevoir, en fait, c'est ne pas devoir rendre. C'est ça, apprendre à recevoir. C'est-à-dire que si on ne veut rendre, ça veut dire qu'on pense ne pas le mériter. Et c'est là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire apprendre à se donner de l'amour, à se dire qu'on est assez bien. Mais tout ça tout seul, pas évident de le faire seul. Moi, je demande vraiment de se faire accompagner à cet endroit-là. Sinon, il y a une solution qui part par le symbolique, hein, Christine, qui peut marcher peut-être pour vous parce que vous avez l'air assez lucide. Chaque fois que vous avez le sentiment de devoir rendre quelque chose parce que vous avez trop reçu, vous prenez une tirelire et dedans vous mettez une pièce d'1 ou 2 euros qui ira après à une association quelconque. D'accord. C'est du symbolique là, hein. C'est-à-dire que vous redonnez de manière symbolique, mais ça vous évite de garder ce sentiment un peu de gêne ou de pas le mériter et qui est totalement et peut-être que petit à petit ça va effacer ce sentiment parce que justement vous allez arriver à remettre les choses à leur juste place parce qu'il y a pas de raison, on est bien d'accord, hein. Il vous donne parce qu'il vous aime et parce que c'est quelqu'un de généreux et au moins vous avez choisi un homme, un vrai. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis le début de l'émission, les hommes sont largement aussi généreux, si ce n'est plus que les femmes. Hein. C'est pas l'impression qu'on peut avoir si on écoute depuis 14 heures l'émission, mais moi je peux l'affirmer. Les hommes sont souvent beaucoup plus généreux sur plein de points que les femmes, et les femmes sont plus généreuses sur d'autres points. Mais il y a pas, c'est pas les femmes qui seraient plus généreuses. Mais c'est non, c'est juste différents. Que parfois on donne d'une façon différente en fait. Et peut-être que la femme, à un certain moment, elle attend de recevoir comme elle donne en fait. Alors qu'en fait l'homme, je pense qu'il a une façon de donner qui est différente, mais ça change rien bien sûr. Etc. Et puis il faut bien savoir que là vous êtes presque un peu gêné de tout ce qui vous donne d'attention de quand il paye au restaurant, etc. Ce qui peut déranger certaines personnes, c'est sûr. D'ailleurs on voit certaines néo-féministes qui ne supportent pas d'être invitées au restaurant
restaurant aujourd'hui. Enfin, on voit bien tous ces discours qui finalement traduisent des mal, des situations où on n'est pas à l'aise avec soi-même. Hein. Mais les hommes, parfois, ils en ont aussi un peu marre des femmes qui les maternent un peu trop, qui leur disent comment s'habiller, qui sont là à repasser leur chemise, etc., etc. Donc tout ça, c'est encore une fois nécessaire de pouvoir se parler, quoi. C'est tout à fait ça. S'il y a une bonne communication dans le couple, je pense que chacun peut exprimer justement sa vision des choses, en fait. Ouais. Voilà, ça c'est essentiel, mais vous avez l'air de faire ça très très bien. À part de ne pas recevoir pleinement, mais vous savez où vous devez justement mettre le focus pour vous, et ça devrait continuer à rouler. Ce qui a vraiment changé par rapport au début, c'est qu'en fait, quand j'accueille le cadeau, quel qu'il soit, j'essaie de ressentir en fait dans mon corps qu'est-ce que ça me fait, et j'essaie c'est comme si c'était moi quand je fais un cadeau, en fait, c'est pareil, ça me fait tellement plaisir en fait. Et j'accueille ça, je sais que ça le fait beaucoup plaisir, et j'essaye petit à petit justement d'accueillir ce cadeau comme un grand plaisir. Donc ça j'ai réussi, mais par contre, il y a toujours quelque chose derrière qui vient me titiller et me dire oui, mais alors comme il t'a donné, tu dois, c'est à ton tour en fait. Voilà, maintenant c'est à ton tour. C'est vraiment lié à la valeur de soi, hein, comme on dit, la valeur de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, c'est des termes assez proches, mais c'est vraiment à cet endroit-là que je vous invite à explorer. Ouais. Voilà. Surtout que d'après ce que vous dites, on a l'impression que c'est un homme qui est généreux, qui donne parce qu'il a plaisir à donner. Oui. C'est pas quelqu'un qui attend quelque chose en retour. Pas du tout. Donc, est-ce qu'il aime recevoir, juste, il me venait un truc, est-ce qu'il aime recevoir, lui? Oui. D'accord, bon alors, continuez. Oui, il est tranquille là-dessus, il aime donner, il aime recevoir, ouais. Bon, en tout cas, il y a quand même un bon signe, Christine, pour vous, c'est que vous êtes apte à avoir choisi un compagnon qui sait recevoir, qui sait donner, donc vous êtes sur la bonne voie. Exactement. Je crois que je l'ai rencontré beaucoup pour ça, justement, pour qu'il m'apprenne à recevoir sans forcément me sentir coupable ou gênée, etc. Ouais. Oui, et puis il faut aussi essayer de parfois ne pas être trop focalisé sur justement la relation affective, parce qu'on voit bien, vous faites un métier de soins, donc vous donnez aussi beaucoup de toute façon, et peut-être que d'une certaine manière le destin, ou en tout cas votre destinée, c'est de donner beaucoup peut-être aux autres et puis de recevoir de votre partenaire. Oui. Ça peut aussi être une manière d'équilibrer, de vous équilibrer. Mais je reçois dans mes consultations aussi beaucoup de reconnaissance et d'amour. Voilà, oui, de reconnaissance et tout ça. Et donc ça me remplit nettement. Mais c'est vrai que c'est plus dans la relation amoureuse où c'est que je vais ressentir ce besoin de rendre. Ouais. Et surtout lié à la notion de l'argent. Oui, mais ça, on l'a bien compris. C'est une question de valeur, hein, de sa valeur, et sans doute, on revient toujours à la même histoire. Hein, sans doute que vos parents ne vous ont peut-être pas suffisamment gratifié. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. Donc il est temps d'accepter cette gratification que vous apporte votre partenaire. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Bonne continuation en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci Christine. Allez, on fait une petite pause et puis nous allons avoir un homme enfin qui témoigne. C'est intéressant quand même. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous et on voit toute cette difficulté d'être aussi lucide sur ce qu'on donne et sur ce qu'on reçoit au fond, parce que c'est pas si simple. On a toujours l'impression peut-être de donner plus qu'on ne reçoit au fond. C'est parce que c'est pas. Moi, je pense qu'on pourrait conseiller ce livre-là. Ça s'appelle maintenant les langages d'amour. Oui, les 5 langages d'amour. C'est même plus les 5, il a changé, il a mis les langages d'amour. Mais ce livre-là, c'est une merveille. Il y a tout dedans. Et c'est là que les couples se rendent compte. Ah ben non, mais en fait. Il m'aime ou elle m'aime. En tout cas, il me donne des choses, et elle me donne des choses, mais c'est pas la même chose que ce que je donne. Voilà. Romain, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Parisot. Bonjour. Eh bien, on vous écoute, Romain.
Donc alors pour moi, donc je suis vraiment très amoureux d'une femme. Ça fait 3 ans passés qu'on est ensemble. Bon, ça s'était terminé en septembre, dû à un choix de ma part de changer d'employeur en courant août. Bon, à travers cette décision de changer d'employeur, je m'étais un peu mis en réserve, car j'avais quand même une petite voix qui me disait que je faisais pas vraiment le bon choix. Bon, moi, de mon côté, par rapport à mon compagne, j'ai toujours essayé d'être au maximum bienveillant et bon conseiller. Et à cette époque-ci, je voulais pas trop lui dire que je me faisais souci pour ce nouveau boulot. Et donc, elle n'avait pas... En fait, moi, j'attendais qu'elle ait justement cette bienveillance de me demander ce qui se passait exactement. Donc, vous êtes un peu, de manière un peu symbolique, comme ça, enfermé dans votre grotte, allant un peu moins bien, en espérant qu'elle comprenne. Et elle, en même temps, comme vous ne disiez pas vraiment ce qu'il y avait, elle n'a rien compris. Et ça a créé une distance entre vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, elle a cru que je l'aimais plus, en fait. Oui, c'est généralement ce que croient les femmes quand elles voient l'homme qui s'enferme dans sa grotte, ou alors elles imaginent qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est ça, ça pouvait être ça aussi, mais bon. Et vous avez réussi à en parler ou il s'est passé quoi? Vous en êtes où là? Non. Bon, après maintenant, on s'est remis ensemble depuis un petit mois. Après avoir discuté ou sans discuter? Si, après on en a discuté. On en a discuté un petit peu pendant la séparation, mais c'était que par des échanges, soit SMS ou par mail. Bon, après maintenant, on a bien mis carte sur table, on va dire. On est rentré vraiment dans la communication, communication ouverte, d'accepter ce que l'autre pense. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas, on va dire. D'accord, donc elle a compris que pourquoi vous étiez un peu distant et vous vous êtes pardonné mutuellement parce qu'il y a quand même eu une séparation, donc il y a quand même eu de la blessure. Oui, on s'est pardonné. Après, ma compagne, elle tient beaucoup compte de ce que autrui puisse en penser. Et c'est ça, des fois, qui risque de pas de nous semer la zizanie, mais de lui, en tout cas pour elle, de lui recréer des peurs, on va dire. Vous voulez dire qu'elle parle à ses amis, sa famille, beaucoup de ce qui se passe entre vous? Voilà, et sous la colère, comme des fois beaucoup de personnes, sous la colère, des fois on a tendance à un peu exagérer, on va dire. Ça, oui, il faut faire attention parce que ses amis, sa famille vont forcément prendre son parti et pas le vôtre. Tout à fait. Bon, ça après, j'en étais bien conscient, hein. Bien conscient. Bon, alors, mais est-ce qu'elle en est consciente? Il faudrait qu'elle en soit consciente parce que sinon ça risque de petit à petit de créer des rancœurs. Elle en est consciente, oui, pour elle-même. Après, là, bon, elle a un couple d'amis qui sont vraiment des amis pour elle. Bon, elle a fait un effet d'annonce hier, justement. Bon, la personne féminine, justement, lui a dit, mais t'es sûr? Enfin bon, oui, ça. T'es sûr de quoi? T'es sûr de vouloir te remettre avec Romain? Voilà, les gens, en fait, les gens ont tendance à vite porter un jugement. Ça, c'est sûr. Sans se mettre forcément à la place de ce qu'on a pu vivre. Enfin, mais Romain, ça semble prouver que votre amie est assez vulnérable. Elle se laisse un peu influencer par d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et peut-être ça vaudrait peut-être le coup que vous alliez tous les deux voir quelqu'un pour remettre un peu les choses à leur juste valeur. C'est ce que j'allais dire justement là, quand je disais pas grand-chose parce que je réfléchissais. Dans le cas, vous pouvez pas faire pour elle. Par contre, si vous, ça gêne, il y a des choses qui sont difficiles, ça vaudrait le coup de faire un travail à deux avec un thérapeute de couple pour vraiment apprendre à communiquer et voir ce qu'il y a derrière tout ça. Oui. Alors ça, on l'avait commencé. J'ai même acheté votre bouquin, Comment enchanter son couple, qui est très intéressant. Bon, j'ai pas tout lu encore, mais bon, très intéressant.
Bon, elle l'a pris dans les mains hier, mais on avait commencé une thérapie de couple. Sauf que, en fait, j'ai été le seul à vraiment, on va dire, la continuer. Et elle suivait une autre personne qu'elle connaît, qui est sophrologue. Alors là, je vous arrête tout de suite. Une thérapie de couple. Décroché les wagons, on va dire. Oui, une thérapie de couple, ça se fait pas avec chacun son thérapeute. Ça ne marche pas parce que c'est la relation. C'est-à-dire, ça se passe dans la relation et c'est quand vous êtes là tous les deux. C'est-à-dire que nous, par exemple, en Imago, vous êtes face à face, c'est vous qui traitez tout et vous résolvez les choses ensemble. Parce que en thérapie individuelle, le thérapeute, il a qu'un son de cloche. Et c'est comme on peut pas voir la dynamique relationnelle et la danse qui se passe entre les deux et vous. Et c'est intéressant de voir c'est quoi la danse en dessous de ce que vous dites. C'est pour ça que Brigitte, vous disiez ça aussi. Puis moi, c'était la même chose qui me venait. Ça vaudrait vraiment le coup de vous faire accompagner à deux, ensemble. Ce que j'ai l'impression à vous écouter, Romain, c'est que vous êtes assez quand même avancé, et vous avez envie de comprendre qui vous êtes, de comprendre la relation, et je crois qu'elle, pour l'instant, elle est un petit peu en retard, si je puis dire, dans ce cheminement, hein, qui est un cheminement important, parce que il y a, comme je le dis toujours, le couple, c'est 3 personnes, hein, c'est chacun plus le couple. Oui. Bon, vous comprenez un petit peu pourquoi, à un moment donné, ça n'a pas été. Vous avez reconnu que vous étiez peut-être enfermé dans votre grotte. Vous avez envie de sauver le couple, donc vous êtes quand même un petit peu avancé par rapport à elle. Donc à ce moment-là, c'est important que vous puissiez entendre que pour l'instant elle a un wagon de retard, si je puis dire. Oui. Et ça, il faut surtout pas lui reprocher ni essayer de lui ouvrir les yeux, mais c'est important que vous puissiez à ce moment-là la rassurer. La seule chose que vous pouvez faire pour aider la relation, c'est de la rassurer par le fait que vous l'aimez, le fait que vous avez envie de faire un vrai bout de chemin avec elle, le fait que c'est vraiment là, que pour vous c'est vraiment la femme de votre vie, et de lui demander en réponse les choses, c'est-à-dire quand vous lui direz ma chérie, tu es vraiment la femme avec qui j'ai envie de continuer à vivre, est-ce que moi aussi je suis l'homme qui te convient, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi ce qui ne va pas. Vous voyez, essayez d'être réellement dans ce dialogue-là avec elle. Oui, dans le présent. Oui, parce qu'elle ne sait pas, elle est dans un brouillard là, je crois. Elle a dû souffrir de votre séparation et elle ne sait pas où elle en est parce qu'elle n'a pas encore assez cheminé. Mais donc, vous voyez, éclairer la route pour elle. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Si. Après, elle sait très bien mes valeurs et mes valeurs que je oui, mais n'hésitez pas à le dire de manière très claire, parce qu'elle a besoin de ça pour voir clair. Oui. Quel âge vous avez? C'est pas indiscret parce que j'ai pas demandé tous les deux. Moi, j'ai 44 passés et elle vient d'avoir 44 ans. D'accord, oui, c'est ça. Vous n'avez pas 20 ans, quoi. C'est pour ça que je vous demandais parce que non. Oui, donc. Oui, c'est le bon moment pour vraiment se parler en profondeur et ce que dit Brigitte, c'est tout à fait ça. Hein, vraiment, je dirais pas mieux. C'est-à-dire, c'est vraiment de rassurer en disant voilà, dis-moi ce dont tu as besoin. Et voilà. Moi, après, je lui ai dit effectivement que j'aurais aimé à l'époque qu'elle pense autrement. Oui, mais ça c'est du conditionnel, ça marche pas. Voilà. Soyez présent. Hein? D'accord. Après, à l'heure actuelle, bon, voilà, c'est très bien reparti. C'est juste le qu'en dira-t-on qui lui fait souci. Oui, mais c'est d'autant plus important puisqu'il y a de son côté des phrases qui sont pas forcément et qui provoquent encore plus de brouillard. Donc soyez d'autant plus clair. C'est vraiment important. Et alors, comme vous avez dit que vous aviez mon livre, dans le livre il y a la partie pratique et recopier les phrases. L'idéal c'est d'avoir une feuille et puis de se mettre une petite pince à linge pour l'avoir devant soi et faire le dialogue sur la petite frustration que ça vous crée, c'est-à-dire de parler de vous, c'est-à-dire de lui dire j'aimerais bien te parler de ce que ça me fait quand voilà, mais il y a une situation précise quand voilà où vous voyez qu'elle est sensible on va dire à la pensée des autres, en tout cas à ce que disent les autres, et ce que ça vous fait. Si vous suivez le dialogue, ça va forcément la toucher, et ça va créer une connexion à cet endroit-là, et ça risque d'aider, en tout cas. Merci beaucoup Romain, en tout cas, merci beaucoup. Alors dans le Sexo Conseil, on va parler des manques en sexualité, et peut-être de ce qu'on aimerait recevoir dans un instant.
Demain, avec Seymour Bruxelles, nous parlerons de l'âme. Que mettons derrière ce mot? Est-ce de l'amour, de la spiritualité? Êtes-vous en relation avec votre âme? Venez nous en parler, notre standard vous attend. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Eh bien, Claude Parisot, nous allons parler de sexualité dans ce Sexo Conseil et on va parler des manques en sexualité. En règle générale, quand la sexualité ne va pas bien dans un couple, c'est qu'il manque quelque chose, si on exclut bien sûr la maladie, la dépression ou un accident, un traumatisme. Et donc voilà une liste de tout ce qui peut manquer. Alors ça peut être un manque de permission, un manque de protection, d'estime de soi, de confiance en soi ou dans son partenaire, un manque d'engagement aussi dans la relation. Il y a des relations qui ne sont pas réellement dans un engagement profond, donc un manque d'intimité. Il y a trop d'enfants qui sont là, présents, ou les parents qui sont dans la pièce d'à côté. Un manque d'identité sexuelle, un manque de communication dans le couple, un manque de confiance à cause d'échecs auparavant. Et donc c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui fait que la sexualité ne fonctionne plus, et c'est pour ça que cette idée de manque est intéressante, parce que parfois c'est un manque de confiance, un manque d'intimité, un manque d'identité, on n'est pas tout à fait à l'aise, enfin voilà. Donc ça peut être une piste pour comprendre ce qui ne va pas, et à ce moment-là travailler dessus pour faire repartir la sexualité. Oui, tout à fait, il y a vraiment beaucoup de... moi j'avais fait des séminaires aussi avec une dame qui s'appelle Esther Perel, qui a écrit... Oui, formidable, oui. Voilà, Esther, et elle parle français, en plus elle vit aux États-Unis, elle est belge, et on discutait beaucoup. Elle disait que c'est pas parce que de toute façon on parle sexualité, parce que déjà faut en parler, et très peu de couples en parlent vraiment, mais même quand ils en parlent, c'est pas pour ça qu'ils font plus l'amour après. Donc c'est très complexe la sexualité, et c'est important justement que ça soit un vrai sujet. C'est pour ça qu'il y a des sexothérapeutes et sexologues aussi. Mais c'est important d'apprendre à en parler. Et si on n'ose pas, pareil, de demander de l'aide, et pour parler des manques, parce que des fois ça fait peur, la peur du rejet, la peur de la castration, la peur de l'humiliation. Elle est très forte, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent plus. S'il n'y a pas cette sécurité, vous l'avez mis dans les problèmes. S'il n'y a pas cette sécurité, on ne parle pas. Exactement. On continue avec Hélène qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Parisot. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc vous êtes en couple depuis 21 ans, vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, chez nous, on n'a pas du tout de problème de sexualité, on n'a pas de problème de vie de famille, on est hyper raccord sur plein de sujets, on est encore très complices, enfin voilà, il y a a priori pas de soucis, mais il y a quand même toujours présent, c'est redondant dans nos discussions, ce petit déséquilibre sur qui donne et qui reçoit, mais c'est pas en termes financiers, c'est en termes de marque d'affection, de gestes tendres, de façon de se dire des mots d'amour ou de ne pas les dire justement. et voilà, on a notre sujet principal de petite chamaillerie, c'est plutôt ça. C'est voilà, moi j'ai du mal à exprimer, j'ai du mal à faire des gros câlins, j'ai du mal à faire tout ça au quotidien. Parce que, enfin voilà, j'ai peut-être pas été éduquée comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que je donne énormément. Mais lui aussi, mais on ne donne pas de la même manière, en fait, tout simplement. Et moi, ça me dérange pas qu'il fonctionne pas comme moi, mais lui, ça le dérange que je ne fonctionne pas comme lui. C'est-à-dire, ce qui le dérange, c'est qu'il ne reçoive pas assez de câlins? Oui, c'est ça, en gros. Ouais, voilà, pour lui, se dire bonjour ou se dire au revoir quand on part pour la journée, ça nécessite de passer 30 secondes à se faire un vrai gros bisou, alors que moi, avec un petit bisou de salut à tout à l'heure, ça me suffit. Et c'est vraiment très concrètement. Mais c'est vraiment, mais merci de nommer ça, parce que vous êtes un couple qui fonctionne, ça fait 21 ans, il y a toujours beaucoup d'amour à ce que j'entends, presque tout fonctionne, et ça c'est un petit détail, mais qui revient. Et pour moi, justement, ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on rencontre quelqu'un, je veux dire, c'est la meilleure personne pour nous aider à grandir, et en même temps, c'est la moins bonne personne pour nous donner ce dont on a le plus envie. Vous voyez, donc vous êtes la bonne personne pour lui, parce que vous avez mis dans votre congélateur ce côté câlin. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que pourquoi l'intérêt de lui donner ce dont il a le plus envie, sans que
ça vienne vraiment trop vous chercher, mais c'est vraiment un entraînement, c'est qu'il se sent aimé comme ça. Et pour moi, le couple, c'est ça, c'est apprendre à donner à l'autre ce dont il a le plus envie. Si vous, c'est faisable, hein, si ça vient toucher quelque chose de profond, à cet endroit-là, là, après, il y a un travail à faire, certainement, parce que là, ça, certainement quelque chose qui vient de plus profond. Par contre, moi, je vous encourage vraiment, parce que dans les stages, par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent, et j'invite vraiment tous les couples, le matin, en se levant, à se faire 30 secondes un hug, juste l'un, le bassin contre bassin, poitrine contre poitrine, et juste sans bouger, juste se connecter comme ça le matin et le soir. Et je vous assure que ça crée de l'ocytocine, ça crée vraiment une hormone qui est très forte, qui est celle de l'attachement, même si vous l'avez déjà. Et lui, il va être heureux. Est-ce que ça serait vraiment difficile pour vous de faire ça? En sachant que pour lui, c'est... Oui, je peux pas dire que ça serait difficile, bien évidemment. Ça serait vraiment grave de dire qu'on n'a pas 30 secondes le matin et le soir pour faire ça. Mais c'est-à-dire que moi, j'en ressens pas du tout le besoin. Parce que pour moi, on est là l'un pour l'autre de mille manières. Mais c'est pas cet endroit-là. Hein, mais Hélène, c'est pas ce que vous dit Claude. On comprend bien que pour vous, ça vous paraît pas nécessaire et vous avez même envie, et vous l'avez dit, votre couple, il va très bien. Ça fait 21 ans que vous êtes ensemble. Il y a de l'amour, il y a tout, donc ça va, quoi. Pourquoi il réclame ça? Puisque tout va bien. Mais il réclame ça parce que c'est important pour lui. Après, c'est pas important pour vous, on l'a bien compris. Mais puisque vous l'aimez, pourquoi vous pouvez pas lui accorder ces 5 petites minutes tous les jours? Vous voyez, c'est ça que vous dit Claude. Donc, en quoi ça vous coûterait? Parce que on peut entendre que ça vous coûterait. Est-ce que vous aurez l'impression de donner plus? Parce que peut-être que vous, il manque aussi quelque chose de votre côté. Est-ce que ça serait une lutte? Non, je trouve pas que ce soit déséquilibré. Je pense vraiment que chacun fait de son mieux. On communique beaucoup. En fait, j'ai une petite, on va pas dire rancœur, mais en fait, ça m'agace que ce soit toujours pour donner un exemple très concret, je vais me coucher un soir avant lui. Je lui fais un petit bisou pour lui dire bonne nuit, et il me dit. Ah bon, c'est tout. Et en fait, cette espèce de reproche permanent qui est pas méchant, qui est pas grave, qui engendre jamais de dispute, etc. J'ai l'impression que c'est tellement redondant que j'ai une espèce de rancœur. Alors c'est un grand mot, la rancœur, hein, comme dit, on est vraiment non, mais c'est intéressant parce que vous avez identifié ce qui fait que vous le frustrez de ce qu'il réclame. Vous l'avez identifié, mais vous ne l'avez pas conscientisé. C'est-à-dire que vous ne savez pas en quoi ça vous dérange. Parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez, en fait. Oui. Je suis jamais assez c'est possible. jamais assez, assez désirante, jamais assez, etc. Alors ça, c'est possible que ce soit un puits sans fond pour lui. Oui. Et à ce moment-là, alors si c'est ça, c'est lui qui doit, à un moment donné, remplir son vide. Mais je vous propose de faire un exercice, c'est-à-dire faire une demande, que ça soit fait pendant un temps limité. Dire, voilà, dans l'exercice qu'on propose à la fin, on dit, voilà, je suis d'accord. J'aimerais, pendant 2 mois, tous les matins, tous les soirs, je te prends dans les bras pendant 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Et le faire de manière limitée. J'ai dit 2 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 15 jours. Hein. Et juste de voir ce que ça crée, même pour vous. Parce que je peux vous assurer de le faire, même si vous ne le ressentez pas, de mon expérience, c'est que ça crée aussi quelque chose chez vous, de voir son bonheur. Et même lui, je pense que son cœur va s'agrandir et il va peut-être vous donner encore davantage, même sans chercher. Mais par contre, moi, j'ai pas besoin qu'il me donne plus, j'ai juste besoin qu'effectivement il soit satisfait. Enfin, voilà c'est vraiment ça. Mais s'il est satisfait, justement, s'il est satisfait, ça sera à vérifier. Si ça, c'est pas suffisant, oui, comme disait Brigitte, là, il y a quelque chose à aller voir chez lui, parce que c'est certainement un vide qui date de très loin. Et c'est pas vous n'êtes pas là pour combler tous ces manques. Mais dans ce que vous me dites, moi, comme ça, intuitivement, hein, Hélène, mais donc ce n'est que mon intuition, je pense que c'est réellement parce que vous avez 2 langages différents. Oui. On pourrait dire, vous savez, moi je fais beaucoup d'astrologie, on pourrait dire que vous êtes plutôt d'un signe d'air, donc les paroles, les actes sont des signes d'amour, et lui il doit plutôt être d'un signe d'eau, et donc il a besoin toujours de corps à corps, de chair, de câlins, de tendresse, etc., etc. Et si c'est ça, il faut une bonne fois pour toutes que vous puissiez mettre les choses au clair, et puis peut-être trouver une sorte de joker chaque fois que la question revient sur le tapis. Vous voyez ?
Et pour vous en moquer, pour vous moquer de ça. Ou alors vous achetez 2-3 peluches et puis chaque fois qu'il réclame un câlin, vous lui donnez une peluche. Et puis, enfin, vous voyez, essayez de trouver quelque chose de drôle pour que ça soit que ça allège un petit peu ce point qui n'est pas très grave, mais qui en effet est un petit peu. Moi j'ai une petite proposition. Je sais pas si je peux faire ça, mais je le fais pas habituellement. Mais c'est une proposition directe de moi. Je veux dire, ça, je vois que comme vous. Votre couple va bien, ça demanderait un dialogue pour aller en profondeur, que vous puissiez être en empathie avec ce qu'il va dire, voir jusqu'où. Je peux vous assurer qu'après, ça va switcher. Il faut 2 heures, une séance de 2 heures, et 2 heures après, vous allez tous les deux comprendre, et vous allez voir que ça va libérer des deux côtés beaucoup de choses. C'est ça que je vous propose. Mais une séance de quoi? J'ai pas compris. Une séance, je pourrais faire une séance, par exemple, là, de séance de, j'aime pas le mot thérapie, d'accompagnement de couple. Pour vous, c'est vraiment de l'accompagnement sur ce sujet-là. Parce que derrière ce sujet, il y a vraiment quelque chose qui est pour voir tous les deux là où il y a la collusion inconsciente. C'est-à-dire que vous avez tous les deux, je pense, la même blessure ou le même besoin qui n'a pas été satisfait enfant. Ça, c'est mon intuition. Et que vous protégez d'une manière complètement différente. Mais quand vous allez voir ça, je comprends. Et vous allez voir, c'est assez magique ce qui se passe derrière. Eureka. Voilà. De toute façon, je précise, Claude Parisot, on peut aller sur Internet, vous retrouver si on veut s'inscrire à un de vos stages, ou évidemment. Merci beaucoup Hélène, en tout cas, ça fait du bien quand même de voir qu'il y a des couples qui vont bien malgré tout. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot, toujours avec nous, sexothérapeute et auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol, dans lequel vous expliquez bien la méthode Imago, comment communiquer de cœur à cœur pour arriver à être dans un donner et un recevoir équilibré. Et puis on va conclure avec vous, Olivier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Olivier. Oui, j'ai vécu à toujours donner et sans jamais recevoir. Donc je bossais toute la journée, toute la semaine. Je rentrais à la maison, je devais encore m'occuper de faire à manger, de tout faire moi-même. Ça, c'était déjà une chose. Et bon, là maintenant, j'ai changé de compagne et ça se passe tout à fait autrement. C'est que, on va dire, on répartit les tâches d'un côté et puis également, on partage beaucoup de choses, que ce soit des petits cadeaux, que ce soit des attentions, que ce soit ce qu'on fait à la maison. Voilà, ça change beaucoup dans la vie. C'est mieux, hein. C'est magnifique. Et alors, vous avez compris ce qui se jouait dans cette première histoire? Ce qu'il y a, c'est que avant les enfants, tout se passait bien, et une fois que les enfants sont arrivés, au fur et à mesure, c'était plus une femme et une maîtresse, c'était devenu une mère. Mais voilà. Et bon, même moi, je m'occupais aussi des enfants, plus, je pense même plus qu'elle. C'est ça aussi. Mais qu'est-ce qui faisait que vous acceptiez ça? C'est-à-dire que vous donniez tout et que vous receveriez. Vous êtes resté combien de temps dans cette relation? 40 ans. Ah oui, c'est ça, j'ai bien entendu. Donc, c'est quoi? C'est l'habitude? C'est la peur de partir? C'est pour les enfants? C'est quoi? Pour les enfants, voilà. Oui, c'est souvent ce que j'entends. Oui. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a eu erreur sur la marchandise au départ. C'est-à-dire que c'était une femme qui au début était une maîtresse agréable, sympathique, gentille. Du moment qu'elle a eu les enfants, elle est devenue une autre personne. C'est ce que vous diriez? Oui, ça a tout changé. Et vous n'avez pas réussi à mettre les limites, parce que nous, quand les enfants naissent, le rôle de l'homme aussi, c'est un moment de dire, voilà, il y a les enfants, mais c'est important aussi nous. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été trop soupolé ou pas assez maître, ou vous positionnez peut-être pas assez fermement? Fermement, ça ne veut pas dire sévèrement. Ce qu'il y avait, c'est que comme j'étais rarement là la semaine, j'avais le mauvais rôle, quoi. Voilà, il est jamais là, il est jamais à la maison. Il rentre à la maison, c'est pour aller. Oui, je râlais parce que je devais tout faire encore à la maison et je me faisais engueuler parce que j'étais parti toute la semaine. Mais bon, j'étais là pour mettre la soupe dans la casserole. C'est ça. Ce qu'on entend, il me semble, Olivier, c'est que c'est ce qui arrive à certaines femmes quand elles deviennent mères. Elles se posent en victime un petit peu. C'était tout à fait ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça vient forcément de sa propre mère, sans doute.
Je pense pas, parce que bon, sa mère, c'était pas du tout le même caractère. Non. Ah bon, parce que souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce proverbe, avant de l'épouser, regarde sa mère. Oui, c'est ça. Oui, mais ça c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où une femme devient mère? Alors là, je le dis en règle générale, encore une fois, hein, c'est pas... certaines femmes se posent en victime vis-à-vis de l'homme, comme si elle perdait ce sentiment d'être une femme au sens féminin, sensuel, etc., et qu'elle devait complètement se consacrer à leurs enfants et s'oublier. Et au lieu de se remettre en question elle-même, parce que quand une femme s'oublie pour ses enfants, c'est quelque part qu'elle s'oublie, hein, on est bien d'accord, elle accuse l'homme d'être responsable de ça, alors que c'est pas... Enfin, je veux dire, vous êtes tous les deux responsables d'avoir fait des enfants, il n'y a pas... Vous voyez, c'est une sorte de processus comme ça qui est assez complexe. Et c'est très difficile de faire bouger une femme qui se pose dans cette situation-là. Et donc vous avez subi pour les enfants, pour elle, par respect aussi, parce que c'est la mère de vos enfants, et ça c'est tout à votre honneur. Sauf que subir et laisser faire, ça ne fait rien bouger. Ah, oui, et ce qu'il y a, c'est que quand je suis parti, j'étais encore une fois de nouveau le méchant, quoi. Ah bah c'est sûr. C'est la victimisation. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore ancré dans les couples. Même le couple a beaucoup évolué à travers les temps. Hein. Depuis 50 ans, il a beaucoup évolué. Il y a autant de façons d'être en couple que de couple. Et ce qui est, quand il y a des enfants arrivent, il y a vraiment une nécessité de remettre au goût du jour le contrat. C'est-à-dire, quand l'enfant arrive, c'est qu'est-ce qui fait quoi? Parce que vous travaillez, comme vous disiez, vous faisiez pas rien. Vous travaillez toute la journée. Et qu'est-ce qui fait que les couples n'arrivent plus à discuter? J'ai un couple, par exemple, je vois que dès que dans le couple, il y a une critique, c'est fini. Pour moi, dès qu'il commence à y avoir des critiques, il n'y a plus de respect. Il y a quelque chose qui se perd dans la relation. Et là, ça devient compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais parlé de ça? Ça s'est fait comme ça? C'est souvent ça qu'on dit. Je vous dis, ce qu'il y avait, c'est que j'avais le mauvais rôle. D'accord, j'étais pas là la semaine, mais bon, j'étais en déplacement. Et puis vous rameniez, j'imagine, de quoi nourrir la famille. Hein, mais tout à fait. Et le week-end, je m'occupais des enfants. Mais vous savez... Olivier, je vous donne une piste peut-être au fond d'elle-même. Peut-être qu'elle avait envie que vous partiez, hein, pour être seule avec ses enfants. Inconsciemment. Parce que quand je suis parti, j'ai eu le mauvais rôle de nouveau. Enfin, un nouveau mauvais rôle, c'est ça. Oui, bien sûr, forcément, parce que si c'est elle la victime, vous êtes forcément le méchant. Hein. Quand on est une victime, oui. on est forcément en train de donner le mauvais rôle à l'autre. Hein. Oui, parce que le week-end, je veux dire, je faisais encore la cuisine, j'allais faire les courses, je m'occupais du linge, je m'occupais des enfants. Quand ils faisaient du sport, je les accompagnais au sport. Alors, c'était quoi C'est quoi qui allait pas alors? Qu'est-ce qu'elle reprochait quoi alors? Si vous faisiez tout ça? C'était sur quel... C'était toujours la moindre chose. J'avais jamais ça t'as bien fait. C'était toujours la moindre chose qui était mal faite. Je sais pas. J'oubliais de ranger le matériel quand j'avais pas encore rangé les ustensiles de cuisine. Ah, ça traîne, c'est le bazar. Et ses parents n'étaient pas comme ça. Ses parents lui parlaient pas comme ça, ne lui refaisaient pas de reproches. Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Oui, à mon avis, il y a quelque chose, c'est toujours à l'endroit, en tout cas, c'est-à-dire comment on intériorisait, c'est-à-dire de la façon dont on communique. Il y avait peut-être un complexe par rapport à une de ses sœurs ou un de ses frères, sans doute, aussi, peut-être, si c'est pas les parents. Elle avait 2 grandes sœurs. Elle s'entendait pas du tout avec son... Enfin, c'est que quand on y allait, elle voulait voir ses parents, mais au bout de 5 minutes, elle s'engueulait avec son père. Donc, c'était ça. Mais... oui, donc vous étiez forcément un mauvais père, oui. Mais sans aller jusque-là, peut-être, est-ce qu'elle était heureuse d'avoir les 3 enfants? Est-ce qu'elle la sentait heureuse d'être mère? Alors, au départ, elle n'en voulait pas. Puis on a eu le premier, à la suite le 2e, puis le 3e. Le 3e, elle a été dire à l'enfant que c'était un accident, ce qu'il faut jamais dire. Alors que moi, j'adore mes 3 fils, mais aller dire ça à un enfant qu'il est arrivé par accident,
c'est la pire des choses, quoi. Moi, j'ai dit à mon fils, dis non, t'es pas un accident. J'ai dit, voilà, on t'aime, mais bon. Mais c'est peut-être ça, inconsciemment, je pense qu'il y a de ça, quand vous dites ça. Seule avec 3 garçons, je pense que des fois c'était difficile, quoi. Elle se sentait certainement submergée, et que le fait, c'est plus facile d'aller reprocher, c'est-à-dire, parce qu'elle sait que les enfants... ça se fait à 2, mais c'est ça, c'est cette rancœur-là. Des fois, quand c'est pas possible, il y a beaucoup de mères, hein, c'est assez tabou, mais des fois, quand c'est difficile, c'est plus facile d'aller critiquer le partenaire qui est là et se défouler sur lui que de maudire les enfants, parce qu'avec les enfants, on peut pas faire ça déjà, et ils y sont pour rien. Mais de toute façon, ce qu'il faut vous dire, Olivier, c'est que vous êtes resté le temps que vous pouviez. Au moins, vous vous sentez pas coupable d'être parti. Vous avez fait ce que vous pouviez. Moi, je dis souvent, il vaut mieux partir un peu trop tard que trop tôt, hein, dans un couple. J'avais normalement déjà décidé de partir, mais bon, je voulais pas partir et laisser les enfants. Voilà, je ne savais pas ce qui serait arrivé. Je pense que vous sentiez bien qu'elle n'était peut-être pas une aussi bonne mère que vous auriez aimé, donc vous avez essayé d'être là pour pallier tout ça. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, donc voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Hein, dans votre cas, dans ce que vous racontez, vous avez pas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas eu trop de chance, parce qu'au début, c'était pas si évident que ça qu'elle allait se transformer comme ça. Hein. Non, pas du tout. Non, donc on essaye toujours de trouver sa part de responsabilité, mais dans votre cas, je suis pas sûr qu'il y en ait une. Non, si on pouvait lire l'étiquette comme sur les produits avant d'acheter. Satisfait ou remboursé, hein, c'est ça la formule. Et là, non, c'est pas possible. Bon, mais en tout cas, ça vous a servi de leçon. Le deuxième choix est meilleur, il me semble, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Et donc vous êtes dans une relation où on donne et on reçoit. Et je connais le deuxième choix depuis très longtemps, donc voilà. Bon, voilà. Vous avez bien rebondi. Elle vous a, vous avez quand même 3 fils, donc vous êtes visiblement assez fiers, donc tout va bien. Oui, je regrette pas mes enfants, pas du tout, au contraire. Bon. Voilà, je voudrais pas refaire ma vie pour pas avoir mes enfants. J'aime trop mes enfants pour ça. Merci de ce témoignage. Voilà, peut-être que la clé de votre histoire, c'est que au fond, vous êtes plus leur père qu'elle n'est leur mère. C'est peut-être ça qui s'est joué dans cette histoire. Par contre, je la respecte toujours. Je dis toujours aux enfants, elle restera votre mère. Même si on est séparés, moi je suis votre père, elle restera votre mère. Oui, voilà, mais ils aiment peut-être plus leur père qu'ils n'aiment leur mère. Ils me le disent pas. Ils ne le disent pas non plus. Et puis moi, je vais pas leur demander. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui s'est joué pour nous, quoi. Parce que c'est ça finalement qui nous fait avancer. Je vais pas aller demander qui est le meilleur. Mais non, mais c'est pas. Des deux. Mais c'est certainement pas ce que vous êtes. Sinon vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait. Vous êtes une belle personne et vous avez donné beaucoup d'amour, donc il y a rien. Enfin, oui, je continue à leur donner. Et j'en suis certaine. C'était juste pour vous aider peut-être à trouver le sens que ça a eu, cette histoire, que je vous donnais cette piste-là. Mais c'est vous qui avez la réponse de toute façon. Merci en tout cas. Merci Olivier de ce témoignage. On voit bien qu'on peut rester longtemps dans une relation où on a l'impression qu'on a tout donné et mais là quand même, il a reçu 3 fils. Hein, c'est ça. Oui, puis il y a plein de sujets pour moi. C'est toujours difficile parce que quand on n'a pas les deux, de voir aussi comment, comment. Moi, je me pose souvent la question comment on fait, quand il y a 3 enfants, par exemple, il y a déjà quand même le premier. Puis après il y a le deuxième, et on continue, même si ça va pas, il y a le troisième. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est tellement plus profond. Des fois, on répond ce qu'on peut, mais il y a certainement des choses, encore d'autres aspects que nous ne connaissons pas. Bien sûr, et puis on fait tous ce qu'on peut, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas simple de toute façon la vie à deux, et d'autant plus quand il y a des enfants, et on le dit peut-être pas assez souvent, hein, c'est compliqué. Merci en tout cas beaucoup Claude Parisot. Je rappelle que vous organisez des stages pour les couples pour justement mieux communiquer. Vous pouvez aller voir sur internet.
Vous êtes également l'auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Seymour Bruxelles. Alors, il est praticien en développement personnel, il est ostéopathe. Il aime beaucoup travailler aussi sur ce qu'il y a en nous, cette fameuse énergie, ces fameuses petites chose qu'on n'arrive pas à définir et qui s'appelle peut-être une âme. Et de quoi s'agit-il exactement ? Ce sera notre sujet demain. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez dès à présent nous appeler au 0826 300 300. À demain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.